Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier l'association Amal et en particulier mon amie Hsna pour l'invitation. J'espère que vous avez encore d'énergie. Je vais essayer d'être bref et précise. Donc ça, c'est un sujet qui est très vague. Donc vraiment, les maladies musculo-squelettiques ou bien les troubles musculo-squelettiques des membres inférieurs, ça touche depuis la peau jusqu'à l'os. Donc on ne va pas faire tout défiler. On va insister sur les pathologies que voit généralement le généraliste. Donc là, les troubles musculo-squelettiques des membres inférieurs, c'est un motif de consultation fréquent chez les généralistes et bien sûr les rhumatologues et les traumatologues. Il faut savoir, c'est la première cause de douleur chronique des membres inférieurs. Donc, ce n'est pas les varices, ce n'est pas les autres problèmes neurologiques, mais surtout, c'est essentiellement ces troubles musculo-squelettiques. Quand vous avez un malade qui arrive avec ces douleurs des jambes, ça peut être les deux, ça peut être une, donc il faut absolument avoir une démarche diagnostique pour poser le diagnostic. Et ces troubles musculo-squelettiques des membres inférieurs, ça peut être l'os, les articulations, les muscles, les tendons, les ligaments, le fascia. Vous voyez, ces multiples structures qui peuvent être sièges de douleur et donc il faut avoir une enquête étiologique très précise. Il faut bien sûr toujours en insister sur l'anatomie et bien sûr le traitement, ça va dépendre de la cause. Toujours un rappel anatomique. Et là, je vais juste insister sur les muscles parce qu'ils sont souvent responsables des douleurs des jambes. Et en particulier, il faut savoir qu'à la face antérieure, on a tout ce qui est extension. Donc, on a le muscle tibial antérieur et les extenseurs des orteils et de l'hallux. La face latérale, c'est essentiellement le solaire et le tendon d'Achille. Et la face postérieure, c'est les tibiales postérieurs et les fléchisseurs. Donc, c'est avec les muscles de la face postérieure qu'on fléchit nos orteils. Et bien sûr, sur le schéma, vous voyez les articulations, le tendon d'Achille, etc. Tout ça, ça peut être source de douleur des membres inférieurs et en particulier la partie distale. Donc, quand vous recevez un malade qui vous dit qu'il a mal aux jambes ou bien qu'il a mal à la partie inférieure des deux jambes, la première des choses, d'abord, je dois être sûre que la douleur vient effectivement de la jambe. Ça, c'est la première des choses, c'est le diagnostic positif. Et donc, ceci dit, je dois éliminer des douleurs référées. Et donc là, c'est très important quand vous faites votre interrogatoire et surtout votre examen clinique, vous devez être capable au stade clinique d'éliminer tout ce qui est douleur projetée. Et donc là, on va essentiellement parler de la sciatique tronquée. Parfois, quand essentiellement la sciatique, l'hernie discale, surtout de la pathologie de l'hernie discale, qu'est-ce qui se passe? Le petit fragment de l'hernie va passer en sous-ligamentaire, au niveau rachidien. D'accord? Il va migrer. C'est ce qu'on appelle l'hernie migrée. Et quand l'hernie a migré, c'est-à-dire elle n'est plus sur le plan longitudinal, donc le malade n'a plus de problème au niveau lombaire. Il ne ressent plus rien. Mais la douleur persiste sur le trajet. Et donc là, le trajet est souvent incomplet. C'est pourquoi on l'appelle sciatique tronquée. Et donc le malade, il a déjà passé l'épisode de sciatique et il garde que les douleurs au niveau de la jambe. Et parfois, ça reste même au niveau des orteils, c'est L5 ou bien les derniers orteils, c'est S1. Et donc ce malade-là, il faut poser la question, il faut s'assurer que ce n'est pas une douleur qui vient de votre rachis. Donc ça, c'est essentiellement l'interrogatoire. La cruralgie, la même chose. C'est généralement des malades qui auront des douleurs au niveau de la face antérieure de la cuisse. Et là, il faut examiner le rachis, la hanche et bien sûr faire l'examen neurologique pour détecter un petit peu les signes neurologiques. Et la coxarthrose, vous savez très bien que la douleur de la hanche en rapport avec l'arthrose, c'est une douleur qui est chronique et souvent supportable, tolérable. Et donc là, parfois, les malades viennent juste parce qu'il y a une fatigabilité du membre de la hanche atteinte. Et donc lui, il supporte la douleur de la hanche, il vient et vous dit « j'ai un membre qui est un petit peu lourd, etc. » Et donc, n'oubliez jamais dans votre examen clinique des membres inférieurs d'examiner toutes les articulations, les chevilles, les genoux et les hanches. Donc voilà, la première étape de notre démarche diagnostique, c'est qu'on est sûr que la douleur vient de nos jambes et qu'on a éliminé tout ce qui est diagnostic différentiel. Et donc, la troisième étape, c'est que je dois trouver une cause à ces douleurs. Et les causes, ils sont multiples. Je vais insister sur les plus fréquentes.
Et on va commencer, vous savez très bien, donc là je vous mets un petit peu les causes. Vous avez les causes mécaniques, on va s'intéresser à ces causes mécaniques parce que c'est les causes que vous allez voir. Les causes inflammatoires, la PR, la SPA, etc. Les infections, etc. Ça, c'est essentiellement, ce n'est pas vraiment des malades que vous allez voir. Vous avez vu les varices. Les troubles neurologiques, les neuropathies périphériques, c'est très fréquent aussi, les diabétiques, la maladie de Gaugereau, etc. Donc c'est très fréquent cette pathologie. Et les résipelles, je sais que vous êtes mieux que moi capable de poser le diagnostic des résipelles. Donc je ne vais pas aborder toutes ces causes-là, je vais aborder les causes mécaniques. Et je commence par la cause la plus fréquente, c'est la bandelette iliotibiale. C'est une pathologie qui est très fréquente, essentiellement chez les gens qui font un peu de sport, la marche ou la course rapide. Vous savez très bien sur le plan anatomique que la bandelette vient de l'onciliaque jusqu'à, elle dépasse la face interne du genou. Pardon, la face externe du genou. Et donc là, les malades viennent parce qu'ils ont mal essentiellement au niveau de la partie supérieure de la jambe et sur le côté externe. Et donc ces malades-là, ils vont venir, ils vont vous dire j'ai mal. Dans la foulée avec les malades, parfois on est un peu fatigué, on pense au genou. Ah, ça c'est une arthrose du genou, ça y est. Non. Donc quand le malade vous dit qu'il a une douleur latérale, externe, ça ne peut pas être le genou. Donc c'est essentiellement l'inflammation de la bandelette iliotibiale et c'est la première cause chez les sportifs, essentiellement les gens qui font de la marche ou bien les coureurs, de cette inflammation de cette bandelette. Et donc là, vous pouvez aussi, les gens qui font un travail où ils font beaucoup de flexion, extension, peuvent inflammer cette bandelette-là. Et donc là, la douleur, elle est latérale et irradiée vers la jambe. Donc, comment vous allez savoir faire diagnostic? Déjà, à l'interrogatoire, vous savez qu'il a fait soit une marche, soit il fait de l'activité sportive, etc. Donc, c'est votre orientation, c'est le premier élément à chercher. Deuxième chose qui est très importante, vous examinez votre genou. Il est libre, le genou. Donc, vous ne trouvez aucune douleur. Allez-y un petit peu latéralement et vous allez trouver la douleur. Faites des mouvements d'extension, de flexion du genou, vous allez déclencher la douleur. Et là, c'est très important. Vous pouvez aussi palper le long de la bandelette et ça fait mal. Et donc là, c'est une cause très fréquente. Généralement, on l'assimile à un problème du genou. Et là, le traitement est différent. C'est le repos, c'est le glaçage. Et donc là, c'est l'étirement pour quelqu'un qui fait du sport, donc pour revenir à son activité sportive. Donc c'est très important de connaître cette pathologie simplement parce qu'elle est fréquente. Donc ça, c'est la première pathologie que vous allez voir, simulant un petit peu une gonalgie. La deuxième cause, et c'est très fréquente, c'est la pathologie du tendon achillien. Et là, c'est souvent, je ne vais pas entamer les pathologies inflammatoires, soit c'est une tendinite simple, mécanique, soit une vraie rupture. La rupture, vous n'allez pas vraiment la voir, c'est aigu, etc. chez le traumatologue. Mais la rupture progressive, chez quelqu'un qui prend des corticoïdes au sujet âgé, la rupture se fait de façon très progressive. Et là, vous pouvez recevoir ce type de malade. Donc là, attention aux corticoïdes qui peuvent être responsables de la fragilisation de ces tendons et de la rupture. Et aussi certains médicaments, les quinolones chez le sujet âgé. Quand vous avez un sujet âgé qui a une infection urinaire ou une femme, etc., évitez de traiter par les quinolones. Et donc là, c'est une douleur, c'est un malade qui va venir avec une douleur, parfois c'est loin du tendon. Parce que le tendon, si vous voyez sur le plan anatomique, regardez depuis quand commence le tendon. Malheureusement, il marche? Non, il ne marche pas. Donc voilà, regardez le tendon. Il touche une grande partie de la jambe. Et donc là, c'est un malade qui va venir essentiellement avec une douleur de la jambe. Et en examinant, donc vous pouvez... Très bien, merci. Donc regardez, vous aurez là toute cette partie de la jambe qui fait mal. Donc vous devez examiner et le tendon d'Achille, vous le palpez, vous faites les mouvements et vous pouvez avoir le diagnostic. Et regardez là, vous pouvez même voir une tuméfaction
quand c'est une rupture qui est passée de façon progressive, vous déshabillez votre malade, vous comparez entre les deux, vous allez voir cette tuméfaction. Pourquoi? Parce que c'est une rupture qui est faite sur plusieurs semaines. Et donc là, il y a le temps que les deux bouts tendons se séparent, et donc le tendon va se rétracter, et vous allez voir cette petite tuméfaction. Faites attention chez les sujets âgés et chez les sportifs qui n'ont pas fait vraiment une rupture aiguë. Donc là, le tendon d'Achille fait partie de diagnostics très fréquents de douleurs de la partie distale de la jambe. Donc systématiquement, il faut l'examiner, c'est fréquent. Et là, j'arrive à une pathologie qui est très très fréquente et qui touche la plupart des gens obèses et surtout les femmes. C'est quoi? Très bien, c'est l'aponevrosite plantaire. Et là, je vais un petit peu me tarder. Donc là, c'est responsable de 15% des douleurs du pied. Et bien sûr, toujours, les sportifs ils sont toujours parmi les gens qui souffrent de cette aponevrosite. Qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne une thalalgie plantaire mécanique et qui irradie un petit peu en haut. Donc, c'est très fréquent chez les femmes. Donc, vous voyez l'aponévrose, regardez, depuis le talon, la douleur peut irradier en haut jusqu'au, voilà. Et c'est pas l'épine calcanéenne. L'épine calcanéenne, c'est une conséquence. C'est elle qui est inflammée, c'est l'aponévrose. Et si parfois vous faites une radio et vous ne trouvez pas de l'épine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aponévrosite. L'aponévrosite est la cause la plus fréquente. Donc il faut faire une échographie. N'attendez pas l'épine. Donc voilà, si vous voulez examiner, vous devez suivre un petit peu. La douleur n'est pas fixe. Ça dépend de la région qui est inflammée. Et donc vous pouvez avoir la douleur en palpant la partie inférieure du calcanéum. Vous pouvez aller au creux du pied. Et là, vous pouvez trouver vraiment la douleur. Donc la douleur, ça dépend de la zone qui était inflammée. Et là, vous pouvez évoquer cette aponévrosite. Et parfois, le malade vous dit qu'elle a la douleur au niveau du long du tendon d'Achille, surtout chez les gens qui ont des pieds plats. Et donc, lorsqu'ils marchent, ça fatigue parce qu'ils ont un tendon, les gens qui ont les pieds plats, ils ont un tendon d'Achille court. Et donc, ils ont toujours des douleurs associées. Donc, il faut savoir faire la différence et examiner au haut. Et voilà, vous connaissez maintenant l'anatomie et suivre l'anatomie de l'aponévrose. L'aponévrosite plantaire, c'est une maladie où c'est-à-dire il peut récidiver et il faut donc jouer sur les facteurs de risque. Et parmi les facteurs de risque, le plus important, c'est l'obésité. Donc les femmes peuvent récidiver chaque fois jusqu'à la rupture de l'aponévrose s'ils ne suivent pas un petit peu les conseils. Donc l'obésité, il faut corriger les troubles statiques, les pieds creux et les pieds plats. Le tendon d'Achille court, aussi il faut surtout le corriger par les semelles. Et pour les sportifs, parce que les sportifs font beaucoup d'aponévrosite, donc là, il faut leur conseiller des chaussures, bien sûr, adaptées. Donc, c'est très important de conseiller ces malades-là, parce qu'eux, ils disent l'épine, l'épine. L'épine, juste, c'est une conséquence. Donc là, il faut absolument diminuer les charges sur ces pieds-là. Et le poids est très important. Il faut qu'ils maigrissent. Donc, le diagnostic, nous, on le fait en échographie. On ne s'intéresse plus à la radiographie. D'accord? Donc, si vous la faites, vous allez trouver l'épine. Voilà, elle est là. Attends, oh. Elle est là. Mais là, ça ne veut rien dire. Trouver l'épine ou ne pas trouver l'épine, importante, n'est pas importante, oubliez ça. Donc, le diagnostic, c'est échographique. Voilà. Où vous voyez l'aponévrose sur toute sa longueur. Parfois, on est obligé de faire une IRM, c'est rare. Pourquoi? Mais chez les sportifs, si vous avez des malades sportifs. Parce que parfois, l'aponévrose, elle est bien, on la traite, on soulage le malade et le malade reste douloureux. Vous refaites une échographie, il y a plus de signes d'inflammation. Et donc là, vous posez la question, pourquoi le malade reste douloureux? Il a respecté l'hygiène de vie, il s'est reposé, il n'a pas repris son activité sportive et il reste douloureux. Pensez à une fracture de fatigue. Et donc là, quand vous recevez ce type de malade, vous avez fait bien votre travail, vous avez traité. Là,
penser à faire une IRM pour chercher les sportifs, pas les sujets sédentaires. Et donc là, vous allez trouver cette fracture de fatigue. Allez, je passe vite. Donc, le traitement de la ponévrosite, ça c'est très important. Le repos est essentiel. Si la femme continue à rester debout, à travailler, même la prière, moi je dis, il faut prier position assise. Donc, le repos est très important. La canne, c'est une douleur très importante. Absolument, il faut décharger le talon. L'arrêt pour les sportifs, le glaçage, c'est très important. Donc, mettez des glaçons, bien sûr antalgiques. Le retour aux infiltrations corticoïdes, c'est rare, hein, parce qu'il risque de dégrader un petit peu la ponévrose. On la laisse comme indication à la dernière, si le malade vraiment ne répond pas et il n'a pas respecté l'hygiène de vie. Les ondes de choc, c'est important. Vous pouvez les adresser pour la kiné avec les ondes de choc. Et parfois, on fait des ténotomies percutanées. Donc, ça permet... Ténotomie, ce n'est pas pour l'épine, loin de là. La ténotomie, c'est essentiellement, on va hériter la ponévrose, et elle va essayer de se cicatriser. En se cicatrisant, il va, bien sûr, traiter toute l'inflammation. Donc, ce n'est pas pour l'épine. La PRP, elle a donné pas mal de bons résultats. Quand j'ai mis les traitements par ordre, et donc quand le traitement médical n'a pas donné un résultat, et rarement, voire exceptionnellement, qu'on peut aller à la chirurgie. Chose très importante, une fois que vous faites votre diagnostic de la ponévrosite, talonnettes. Les talonnettes en silicone donnent de bons résultats. Si le malade n'a pas de troubles statiques de pied, s'il a des troubles statiques, pieds creux, pieds plats, mettez des semelles avec talonnettes. Et pour les gens sportifs, il faut leur conseiller des chaussures adaptées pour la course. Donc voilà, la ponévrosite, c'est une pathologie que vous allez voir fréquemment, c'est des thalasgies chez les femmes, surtout les femmes obèses. Donc là, vous avez un petit peu la conduite. Je passe rapidement aux pathologies musculaires. J'ai pas beaucoup de... Vous voyez souvent des femmes avec des crampes et des claquages. C'est des contractions musculaires brèves, involontaires. Et donc là, essentiellement, se voit lors des activités pour lesquelles les gens ne sont pas habitués. Donc là, il faut le savoir, ce n'est pas question de magnésium. C'est essentiellement des mouvements lors des gestes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire. Posture prolongée, par exemple au travail ou au sport, mouvements répétés, etc. Et surtout pour les sportifs, quand on ne fait pas beaucoup d'étirements, on commence à courir, à faire de la marche sans faire des étirements. Donc souvent, c'est les ischio-jambiers, quadriceps. Donc je passe rapidement. Les facteurs favorisant le stress, c'est la fatigue, on fait plus de crampes et de claquages. La déshydratation lorsqu'on ne boit pas beaucoup d'eau. Taux faible de potassium et non pas le magnésium. Donc, il faut prendre les gens qui font de la marche, la banane, très riche en potassium. Certains médicaments, les gens qui sont suivis pour une hypothyroïdie, ils font plus de crampes musculaires. Et il y a des gens qui font des crampes musculaires sans facteurs favorisants. Donc, le traitement de ces crampes, c'est essentiellement l'étirement dorsal. Quand c'est le mollet, vous demandez à votre malade de faire l'étirement dorsal. Donc, soulevez les orteils, étirez. Et donc, ça permet un petit peu de soulager ces crampes musculaires. Bien sûr, si vous détectez une hypothyroïdie, carence en potassium, etc., il faut la corriger. Appliquer, ça dépend des gens qui supportent le froid ou la chaleur. Quand ils font cette crampe, mettez soit des glaçons, soit la chaleur. Ça permet rapidement de faire disparaître cette crampe. Et les gens qui peuvent prendre un bain, ça fait rapidement disparaître la crampe. Donc là, c'est très fréquent, ces crampes et claquages. Comment on peut prévenir les gens qui font beaucoup de crampes musculaires, surtout les femmes? Donc, vous allez leur demander, par exemple, avant de dormir, celles qui font, je parle des femmes parce que c'est fréquent, de faire des étirements avant de dormir, au coucher, de boire beaucoup d'eau, avec parfois riche en potassium, et essayer, parce que c'est souvent la nuit, d'éviter tout ce qui est excitant, caféine, thé, etc. Les gens qui fument, donc arrêt de tabac. Et là, je vous mis qu'avec si vous donnez du magnésium, du calcium, pas de vraie efficacité dans les études. Vous pouvez les donner pour soulager le malade, c'est-à-dire sur plan placebo, mais n'attendez pas un grand résultat. C'est des étirements et l'application de la chaleur et du froid.
Là, je vous parle d'un syndrome, je ne sais pas si vous avez eu des malades comme ça, c'est le syndrome de jambes sans repos. Aussi, c'est très fréquent chez la femme. Et donc là, on ne sait pas pourquoi, donc on n'a pas une cause, une physiopathe qui est bien déterminée, mais c'est une carence généralement en fer, et donc ça permet de déséquilibrer la régulation de dopamine. Donc on a plus d'excès de dopamine, c'est surtout la nuit, c'est pourquoi les douleurs sont la nuit. Et donc on fait des mouvements souvent la nuit, on est obligé de changer de position. Et il y a certains médicaments qui sont incriminés. Et donc, les manifestations, c'est quoi? C'est des gens qui sont obligés de bouger les jambes souvent la nuit, avec sensation parfois de fourmillement, de picotement, et même parfois, ils ont des secousses involontaires au cours du sommeil. Donc ça, c'est les syndromes de jambes sans repos. C'est difficile de faire le diagnostic. C'est des gens qui voient plusieurs médecins avant qu'on tombe sur le diagnostic. Lorsqu'on fait une IRM du rachis, il n'explique pas parce qu'il y a des fourmillements. Lorsqu'on fait un EMG, il n'y a pas. Là, en creusant un petit peu l'interrogatoire, on fait le diagnostic des jambes sans repos. Donc, pour soulager, il faut limiter les excitants, alimentation équilibrée, l'activité physique et éviter le sport en fin de la journée. Parce que le sport, pourquoi en fin de la journée? Ça sécrète la dopamine. Et donc là, vous allez ajouter dopamine sur dopamine. La périostite tibiale, ça aussi, je veux bien que vous la chassiez. C'est une pathologie qui est très fréquente chez les gens qui font une marche. Quelqu'un qui a fait une marche, ou même une femme qui ne fait pas de sport, elle a fait du shopping, donc elle a beaucoup marché, donc il va venir et va vous dire qu'elle a mal au niveau de la face du tibia, antérieur du tibia. Donc c'est un étirement, donc c'est une douleur dans la partie distale du tibia. Donc là, ne faites pas de radio, ni rien du tout. Après, vous donnez le repos avec, bien sûr, un traitement local, voire même général, et tout rentre dans l'ordre. Donc c'est très fréquent cette périostite tibiale. La fracture de fatigue, là j'ai terminé le temps, donc faites la différence entre fracture de contrainte et fracture par insuffisance osseuse. Et donc les causes, c'est essentiellement l'activité sportive, donc c'est les gens sportifs, donc parce qu'ils étirent beaucoup et donc ils vont faire une inflammation et par conséquent, cet étirement avec inflammation va faire une petite fissure de l'os. C'est ce qu'il faut chercher par l'IRM quand on a éliminé les autres diagnostics. Une cause très importante qui est la neuropathie, et là vous voyez beaucoup de diabétiques, etc. C'est une grande cause de douleur, essentiellement de type neurologique. Au niveau, j'ai mis un petit peu ces picotements, fourmillements, brûlures, etc. Là aussi, vous allez faire le diagnostic, c'est facile, et vous pouvez traiter. Autre cause, rupture de kyste poplité. Faites attention, il peut simuler un érysipèle, il peut simuler une phlébite. Donc, et la fibromyalgie. Donc, dommage, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour détailler un petit peu le traitement, mais là, je vais vous dire, pour les douleurs, les douleurs de jambes sans repos, c'est essentiellement la prégabaline. Les douleurs neuropathiques, c'est essentiellement la gabapentin et la prégabaline. Donc, n'attendez rien des antalgiques et des anti-inflammatoires. Donc, les troubles musculo-squelettiques des membres inférieurs sont très fréquentes et nécessitent une démarche diagnostique rigoureuse. Les étiologies sont dominées essentiellement par le problème du tendon d'Achille, par l'aponévrosite plantaire et les problèmes musculaires. Les syndromes de jambes sans repos, c'est rare, mais il faut d'abord éliminer les autres avant de les retenir, et surtout quand la douleur, c'est pendant le sommeil. Donc la prise en charge est facile pour toutes ces causes. C'est une hygiène de vie avec une activité physique qui sont nécessaires pour pallier à ces troubles musculo-squelettiques des jambes. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Janani, pour cette excellente présentation. Normalement, il faut une journée pour ce sujet. Vous avez su résumer. Je passe la parole à la salle s'il y a des questions rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on a tardé. L'algodystrophie, c'est un problème du dérèglement sympathique. Le nom actuel, c'est le syndrome régional complexe de type 1. Et là, c'est un problème plus ou moins en rapport avec un dérèglement du système sympathique qui entraîne une déminéralisation osseuse. Ça n'a rien à voir avec l'articulation. Il vous donne un tableau sur plan clinique d'arthrite. Mais il n'y a pas d'arthrite.
D'accord? C'est juste les signes d'arthrite. On peut avoir de la chaleur, de la douleur, on peut avoir de la froideur. Et ce qui fait le diagnostic, c'est qu'on peut avoir des signes sympathiques, du système sympathique. Ça veut dire fourmillement, etc. Et le nom actuel, c'est le syndrome complexe régional de type 1. On n'utilise plus le mot algodystrophie. De quel type? Par carence? Oui, par carence, il faut traiter. Est-ce que ça donne généralement des douleurs? La carence en vitamine D elle-même, pas vraiment. Mais c'est le vrai rachitisme. Ça, oui, il peut vous donner des douleurs des membres inférieurs. Mais aujourd'hui, on ne voit plus le rachitisme. Hein. On ne voit que la carence en vitamine D. S'il vous plaît, veuillez un petit peu répéter la phrase que vous avez dit de la douleur neuropathique, c'est la prégabaline, alors que la gabapentin, c'est pour? Les deux. Donc actuellement, pour les douleurs neuropathiques, c'est la gabapentine et la prégabaline. C'est-à-dire que la gabapentine, elle a un petit peu moins d'effets secondaires que la prégabaline. S'il vous plaît. Vous commencez à 300, toujours à faible dose, vous augmentez jusqu'à 900. Et la prégabaline, vous pouvez aller jusqu'à 300, mais elle n'est pas souvent tolérée quand on dépasse une certaine dose. S'il vous plaît, pour les périostites rebelles au traitement médical, les périostites chez le sportif rebelles au traitement médical, est-ce que l'abrasion du périoste, c'est... Est-ce que les périostites rebelles au traitement médical. Est-ce qu'un traitement chirurgical par abrasion du périoste soulage le patient? Non, c'est quoi la périostite? C'est juste une réaction voilà, c'est une hypersollicitation. Donc le traitement, pour avoir un traitement efficace, il faut le repos. Ça, c'est très important. La froideur, c'est très... Et mettez un peu soit de gel anti-inflammatoire. Et là c'est... Et deuxième chose, c'est que ces malades qui font beaucoup de périostites, les sportifs, il faut leur conseiller avant de faire la course ou bien l'activité sportive, étirer bien, boire beaucoup d'eau pendant l'activité sportive, ça c'est très important. Et parfois, je propose à mes malades de mettre tout ce qui est gel froid. Je vous donne un exemple, Lioflex, Etaflamme, etc. Gel froid avant l'activité sportive. Et là, ça permet un petit peu de régler le problème. Donc, merci la salle. Merci.